passer la parole donc à Éric Péchillon pour son intervention, en le remerciant d'être venu avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour. Donc, permettez-moi de me présenter très très rapidement. Effectivement, je m'appelle Éric Péchillon, je suis professeur de droit public et je travaille depuis 25 ans maintenant sur le droit des populations vulnérables, des populations hors normes. Et tout naturellement, ça m'a amené effectivement à travailler sur le droit dans les services de psychiatrie et indirectement sur poser cette question, est-ce qu'il y a un droit ici de la psychiatrie et s'il y a un droit de la psychiatrie, quel type de discipline juridique est-ce que c'est? Est-ce que c'est, comme c'était le thème qu'on m'a proposé, une discipline juridique d'exception? J'aimerais répondre effectivement à cette question pour vous montrer comment est-ce qu'on est passé finalement d'une zone de sous-droit à une zone de surdroit. C'est-à-dire, vous avez évoqué la judiciarisation de plus en plus importante, le fait que le droit entre de plus en plus dans des domaines qu'il ignorait par le passé, notamment du fait qu'en psychiatrie, vous avez parfois l'obligation d'utiliser des méthodes de contrainte, des méthodes de coercition. Or, de manière assez classique, vous connaissez la formule de Max Weber, ici, l'État a le monopole de la violence légitime. Donc en fait, dans un État de droit, on peut avoir la possibilité d'utiliser la force, d'utiliser la coercition, à condition de le faire correctement, de le faire dans le cadre prévu par la loi. Et notamment, il n'y a que la loi qui peut vous autoriser à utiliser la contrainte. D'où effectivement cette démultiplication des lois. Ici, je vais vous montrer notamment qu'on n'a toujours pas de loi sur la psychiatrie, mais qu'on a des lois sur l'usage de la contrainte dans les services de psychiatrie. Donc on raisonne un peu à l'envers, c'est-à-dire le droit de la psychiatrie n'existe pas ici, alors que moi je me bats depuis 1838 pour que la loi sur la psychiatrie existe, parce qu'en fait on a effectivement des réglementations sur l'usage de la contrainte, sans forcément réfléchir à la question du soin en psychiatrie. Deux textes importants que vous devez toujours ici avoir en tête. Ici, non, je n'ai pas fait ici, donc tu vois, la diapo précédente. Ici, deux textes importants que vous devez toujours avoir en tête. Le premier texte, c'est que vous connaissez tous, hein, c'est la Déclaration de 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, donc au moment de la Révolution française, on a dit il faut poser un cadre ici pour justement justifier le recours à la contrainte. Par exemple, on va vous dire la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut y porter atteinte, sauf nécessité publique. Et donc on va justifier l'expropriation, on va justifier, etc. Donc un recours à la force au nom de l'ordre public, au nom de l'intérêt général. Et donc, en France, on a cette conception de la liberté fondamentale. L'État, c'est ce qui est bon pour nous. L'État, c'est ce qui est bon pour nous, et l'État peut nous obliger à faire un certain nombre de choses. Je ne sais pas, par exemple, les vaccinations obligatoires, la garde à vue, la détention provisoire. Vous êtes présumé innocent, on vous met en prison parce que vous êtes présumé innocent. Bon. Nos collègues étrangers disent c'est quand même très bizarre, vous incarcérez les gens avant de les juger. Oui, mais c'est plus pratique comme ça, alors c'est plus pratique. Et on voit bien effectivement cette problématique. On peut porter atteinte aux libertés fondamentales au nom de l'intérêt général, au nom de l'ordre public. Puis il y a un deuxième texte qui vient un petit peu parasiter tout ça et qui nous oblige à repenser notre droit traditionnel, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Où là, c'est la logique exactement inverse. Exactement inverse, c'est-à-dire on est un individu avec des droits fondamentaux, la liberté d'aller et venir, la liberté de consentir, la liberté de religion, etc., etc. On est un individu avant d'être un citoyen. Donc l'État n'a plus des droits sur nous, mais l'État a des devoirs vis-à-vis des individus.
Et vous voyez par exemple entrer le fait religieux à l'hôpital, etc. C'est parce que je suis à l'hôpital que je dois renoncer à ma religion. Donc j'ai le droit de manger de manière confessionnelle, j'ai le droit de, etc., etc. Donc on a deux logiques qui s'affrontent et qui obligent le juriste à trouver un équilibre entre d'un côté le citoyen où l'État décide ce qui est bon pour lui. Donc par exemple vous êtes malade, eh bien on vous soigne de force, c'est normal parce que vous êtes malade et vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Ici, et à l'inverse, je suis malade, mais j'ai quand même des droits. J'ai quand même des droits et vous n'avez pas le droit de tout faire. Donc va se poser effectivement cette question, comment faire entrer le droit de manière adaptée, ici, au niveau de l'hôpital, et notamment de la santé mentale. Et donc ça va mobiliser deux notions sur lesquelles on va revenir, la notion de police administrative, où on va prendre des décisions vis-à-vis des patients parce qu'ils troublent l'ordre public, et la notion de service public, où on doit avoir sur l'ensemble du territoire des établissements de santé mentale pour, et ce que disait la loi 138, accorder asile aux personnes qui ont besoin de soins. Donc on va créer cette notion ici de santé publique qui va, et c'est l'objectif de la journée, poser la question suivante, est-ce qu'il faut un droit spécifique, un droit d'exception pour la psychiatrie? Est-ce qu'on applique dans les services de psychiatrie le droit commun? Donc là, tu peux, diapositive suivante. Pour vous expliquer comment ça se passe, quelques grands repères ici. Le premier texte, le plus important, le texte fondateur qui explique vraiment comment le droit est entré en psychiatrie, c'est la loi dite Esquirol, que vous connaissez forcément ici, au moins de réputation, c'est la loi de 1838. La loi du 30 juin 1838, donc après la Révolution française, on voulait supprimer les lettres de cachet, on voulait supprimer, etc., la violence, la coercition privée, donc on veut donner un cadre, ici, pour la maladie mentale. Et à cette époque, on va se dire, voilà, il y a deux types d'individus, il y a les individus aliénés et les individus non aliénés. Quand vous êtes aliéné, vous avez perdu la raison, donc vous ne savez plus ce qui est bon pour vous. Donc comme vous ne savez plus ce qui est bon pour vous, on peut décider à votre place et au besoin utiliser la contrainte pour vous obliger à vous soigner. Et donc la loi de 1838 va créer deux cas pour la contrainte et la coercition et un cas pour le soin libre. Deux cas pour la coercition, vous les connaissez, hein, c'est ce qu'on appelait l'ACHO et le placement volontaire. L'ACHO, l'hospitalisation d'office, où, ici, une autorité non médicale, un préfet, et un préfet ne connaît rien à la psychiatrie, un préfet, ici, un maire, peut décider de vous envoyer à l'asile, peut décider de vous interner, parce qu'il considère que votre pathologie mentale expose les tiers à un risque. Donc on va arriver à cette notion d'ordre public, je vous hospitalise parce que votre pathologie risque de causer effectivement un trouble à l'ordre public. Donc on est sur une mesure préventive. Ici, je ne vous hospitalise pas pour ce que vous avez fait, et on va voir, c'est toujours la même problématique avec l'isolement. Je ne vous mets pas à l'isolement parce que vous venez d'agresser quelqu'un, je vous mets à l'isolement parce que je crains que vous passiez à l'acte. Donc on est sur une logique de police administrative, on doit prévenir le risque à l'ordre public, et pour ça, tous les moyens sont bons. Notamment, le moyen le plus important, on est après la Révolution française, priver quelqu'un de sa liberté d'aller et venir. On s'est battu au moment de la Révolution française pour que chacun puisse finalement disposer de sa liberté d'aller et venir. On dit oui, sauf les aliénés, parce que les aliénés, ils savent plus ce qui est bon pour eux. Donc on crée ce premier objectif, cette première méthode, où en fait c'est le préfet, le maire, qui vont autoriser les soignants à utiliser la contrainte. Je vous autorise à utiliser la contrainte contre cet individu. Et il ne pourra sortir que lorsque le risque de passage à l'acte aura disparu. Vous voyez à peu près le problème ici, d'où des achats qui pouvaient durer très très longtemps, ici, dans cette problématique. Et à l'époque, on parle de trouble à l'ordre public. Vous allez voir que la loi après va dire trouble grave à l'ordre public. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui chante dans la rue, qui est bizarre, etc. Il trouble l'ordre public, donc on pouvait l'hospitaliser. Maintenant c'est plus possible, il faut un trouble grave. Quelqu'un qui parle tout seul dans la rue,
Il est bizarre, il trouble l'ordre public, très bien, mais on ne l'hospitalise pas de force. Quelqu'un qui court tout nu dans la rue avec une hache, on peut éventuellement dire là, il y a un trouble grave. Et donc, cette notion de gravité, il va falloir définir à partir de quand la pathologie devient, et les symptômes, les risques de passage à l'acte deviennent tellement importants qu'il va falloir utiliser la contrainte. Le deuxième mode, ce qui vient remplacer la lettre de cachet, c'est ce qu'on appelle à l'époque le placement volontaire, où là, c'est un proche, la famille, forcément bienveillante en 1838, c'est la famille qui demande effectivement l'hospitalisation de la personne parce que le patient ne sait plus ce qui est bon pour lui. Et ça va devenir l'HDT qui va devenir l'ASDT ici, donc soit demande d'un tiers, soit l'hospitalisation demande d'un tiers, où là effectivement le patient se met en danger, donc comportement ici auto-agressif, il risque de se suicider, etc. etc. Donc ici, est-ce que ça peut justifier ici une hospitalisation sous contrainte? Est-ce qu'on peut nourrir quelqu'un de force? Est-ce qu'on peut attacher quelqu'un s'il risque de se défenestrer, de se pendre, etc., etc. Donc on pose ce principe, mais la famille ne décide pas tout seul. La famille pourra hospitaliser à condition d'avoir un certificat médical. Et vous savez que la loi de 90 veut dire 2 certificats médicaux, etc., etc. Et puis le troisième cas, intéressant, à l'époque, on prévoit ici que le malade lui-même, même s'il est aliéné, peut venir demander asile à l'hôpital, ici, en disant « je veux être hospitalisé parce que je ne vais pas bien ». Et là, on lui dit « oui, mais c'est pas un hôtel non plus, donc si vous venez, c'est forcément avec un certificat médical de votre médecin de famille, etc. etc. » Donc, on crée le soin libre, ici, où le patient peut solliciter le soin. Sauf qu'on est en 1838, et il n'y a pas des hôpitaux partout, et on décide notamment qu'il y aura un hôpital par département. Un établissement de santé mentale par département. Donc c'est le début du service public de santé, etc. etc. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut une offre de soins. Et il faut une offre de soins qui s'adapte aux besoins de la population. Et à l'époque, on pose une règle importante, et on pourra encore en discuter aujourd'hui, on dit tous les frais sont à la charge de l'État. On ne doit pas envoyer la facture au patient parce que le patient n'a pas demandé le soin. Or, vous savez que maintenant, quand on est en soins contraints, on peut vous envoyer la facture. Il y a certains patients qui disent « moi je veux partir, je n'ai pas les moyens de me soigner ». Donc on voit bien effectivement, sans parler des frais d'avocat, etc., ici, donc on voit bien sur ce type de problématique, on dit voilà, c'est la collectivité, la solidarité nationale, qui va prendre en charge les frais et qui pourra utiliser un certain nombre de moyens de contrainte. L'étape suivante, c'est cette loi, donc 1838 dure très longtemps. L'étape suivante, c'est la loi Evin de 90. La loi du 27 juin 1990, ici, pourquoi est-ce qu'on change la loi de 1838, qui était quand même extrêmement pratique, ici, parce qu'entre-temps, on a signé la Convention européenne des droits de l'homme, on a signé, etc., et que le Conseil de l'Europe commence à trouver que notre système n'est pas suffisamment protecteur des libertés fondamentales et qu'il y a notamment des patients dits chroniques qui peuvent rester très longtemps à l'hôpital, qui peuvent se voir exercer, qui peuvent ici avoir des mesures de contrainte, de coercition importantes. Ça peut être effectivement la contention, l'isolement, etc., etc. Et voilà, il faudrait améliorer le dispositif. Il faudrait améliorer le dispositif, donc on garde la chose. On précise un petit peu les choses en disant si on hospitalise quelqu'un pour trouble grave à l'ordre public, c'est parce qu'il y a un trouble grave à l'ordre public. Pas simplement un simple trouble, ici, mais il faut un trouble grave. Donc, l'autorité de police administrative, le maire, le préfet, peuvent hospitaliser la personne, l'interner, utiliser une forme de contrainte, et si j'ai le temps, on verra la difficulté, comment inviter quelqu'un à monter dans une ambulance, c'est-à-dire que, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la contrainte en dehors de l'hôpital? Parce que la contrainte à l'hôpital, on sait à peu près faire. La contrainte en dehors de l'hôpital, c'est beaucoup plus problématique. Et on crée, on supprime le mot de placement volontaire, parce qu'en fait, le placement volontaire, c'était avec la famille qui était volontaire pour le placement. Donc on change le terme, et on va parler de HDT, hospitalisation à la demande entière. C'est la famille qui demande l'hospitalisation, mais sur la base de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours. Et là, on se pose la question,
est-ce qu'on pourrait exiger que sur les 2 certificats initiaux, il y ait au moins un certificat d'un psychiatre pour être sûr que la personne dont on demande l'hospitalisation est vraiment malade, etc., etc. Et puis, on se rend compte que parfois c'est difficile, il y a des situations d'urgence, et on peut, face à un patient qui décompense, utiliser la contrainte, ici, sur la base d'un seul certificat. Ce qui va devenir le SDTU après, ici, soins de maintien en urgence. Ici, lorsque le patient décompense, on ne va pas attendre d'avoir 2 certificats pour l'hospitaliser, il faut des procédures d'urgence. Et là, le droit va créer un droit de l'urgence. Et en fait, ici, en psychiatrie, effectivement, on est très souvent dans la gestion de la crise. Et la gestion de la crise, on est souvent l'urgence corrompue. Donc l'urgence permet l'usage de la contrainte, l'usage de la coercition. Face à quelqu'un qui va vraiment mal, face à quelqu'un qui, ici, s'expose à un danger important, on doit pouvoir utiliser des gestes qui, normalement, ne sont pas légaux. Et on va dire, voilà, il faut la contrainte, d'accord, mais il faut quand même permettre aux patients de sortir, donc on va mettre en place les sorties thérapeutiques, etc., etc. C'est pas parce que vous êtes hospitalisé que vous n'avez plus de droit. Et on va dire, voilà, bon, ce serait bien de regarder ce qui se passe dans l'établissement, donc on crée les commissions départementales chargées d'avoir un regard extérieur sur ce qui se passe dans l'établissement. Et en 90, on a une idée de dire, mais le patient doit pouvoir contester ce qu'on lui fait. Il doit pouvoir contester le fait qu'on use vis-à-vis de lui de formes de contraintes qui ne sont pas forcément adaptées. Et donc on lui permet de saisir un juge. De saisir un juge pour contester l'usage de la contrainte. Donc on lui dit, vous allez saisir le juge des libertés et de la détention qui pourra regarder si votre internement, si les conditions, etc. De l'hospitalisation sont remplies. Et vous pourrez éventuellement saisir le tribunal administratif, alors c'est pas toujours très simple, il y a 2 juges possibles, vous pourrez saisir le juge administratif pour qu'il vienne contrôler le fonctionnement de l'hôpital. Et c'est là où le juge commence à regarder, ici, le fonctionnement des champs d'ISO, le fonctionnement de la contention, les sédations, etc., etc. Donc, le juge commence à arriver, mais on est en 90, il ne vient que si le patient le saisit. Et pendant très longtemps, ici, on n'avait pas de saisine automatique, et la chance, ou la malchance pour les soignants, c'est que les patients, les familles de patients, ne sont pas très quérulantes, font peu de recours. Donc, comme le juge n'était jamais saisi, eh bien, il n'y avait pas de contrôle. Et puis, arrive M. Kouchner. Ici, qui pense avoir une bonne idée. Il pense avoir une bonne idée, et il dit, voilà, on va créer une loi, 4 mars 2002, relative aux droits des personnes malades. Et il va dire ici, surtout pas de discrimination. On va traiter tous les patients de la même manière. Les patients somatiques, les patients psychiatriques, ils ont les mêmes droits. Parce qu'on ne va pas stigmatiser le banal, ici, donc surtout pas, ici, créer un droit de la psychiatrie. Quelle erreur monstrueuse. Quelle erreur monstrueuse, pourquoi? Parce qu'il dit, on va appliquer le droit commun, et notamment une règle que vous connaissez, la règle du consentement libre et éclairé. Chaque acte de soin doit être consenti et doit être le résultat d'un consentement libre et éclairé. En psychiatrie, consentement libre et éclairé. En pratique, on dit mais comment est-ce qu'on fait pour, en tant que soignant, tracer le fait que le patient a librement consenti, sachant que l'une des conséquences de la pathologie mentale, c'est effectivement ici qu'on peut effectivement perdre sa capacité à consentir, sa capacité à s'exprimer, sa capacité à savoir ce qui est bon pour soi, ici, et effectivement la loi Kouchner dit surtout pas de discrimination, appliquons à l'hôpital le droit commun. Appliquons le droit administratif général, appliquons le droit pénal, appliquons le droit de la santé, l'hôpital est dans la cité, donc appliquons à l'hôpital le droit commun. Alors, si on applique le droit commun, est-ce que j'ai le droit de sédater quelqu'un quand il ne veut pas? Et là, le juge, non, c'est la torture. Donc on a commencé à avoir des poursuites contre les soignants en disant, voilà, quand vous attachez quelqu'un contre sa volonté, alors attachez quelqu'un avec sa volonté, libre et éclairé en plus, vous voyez, etc. Et on vous disait, mais en fait, vous n'avez pas le droit d'utiliser la contrainte. Sauf si vous démontrez que c'est nécessaire. D'où, ici, cette difficulté de comment justifier
que l'usage de la contrainte était nécessaire. Et c'est là où il y a ce fameux acronyme où on demande aux soignants, chaque acte de contrainte, chaque acte de coercition doit non pas être réglementaire, donc on ne doit pas avoir un usage réglementaire de la contrainte, mais doit être le résultat d'une décision individuelle. Décision individuelle qui est adaptée à l'état du patient. Et on utilise cet acronyme NAP. NAP, vous voyez à peu près ce que c'est, hein, c'est pas neuroleptique action prolongée, c'est nécessaire, adapté et proportionné. À chaque fois que vous prenez une décision de contrainte, vous devez convaincre le patient, certes, mais également le juge, que ce que vous avez fait, vous ne pouviez pas faire autrement. Je l'ai attaché, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je n'ai pas fait ça par plaisir, je n'ai pas fait ça par sadisme, je n'ai pas fait ça par manque de personnel, je n'ai pas fait ça par etc. J'ai fait ça parce que c'était nécessaire, adapté et proportionné à l'état du patient. Donc en fait, chaque décision que vous allez prendre, vous imaginez par exemple, quand dans la rue on vous agresse et que vous répondez l'histoire de la légitime défense, la légitime défense, elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Quelqu'un ne vous dit pas bonjour, vous ne l'exposez pas à coup de pied. Disant, voilà, il n'a pas été poli avec moi, bah, j'ai répondu à l'impolitesse. Enfin, attendez, là vous venez quand même... bon, effectivement, c'était un peu disproportionné, etc. Donc, en fait, le juge raisonne de cette manière-là. C'est-à-dire, vous avez le droit de réagir à une situation, à condition que ça soit nécessaire, adapté, proportionné. J'ai le droit de le mettre à l'isolement, d'accord, mais combien de temps? J'ai le droit de le contentionner, d'accord, mais comment, pendant combien de temps, pourquoi faire, etc., etc. Et si je l'isole, c'est toujours pour un motif médical. Si je l'isole, c'est pas pour le punir. Ça n'est jamais une punition. Si je l'isole, c'est pas pour ce qu'il a fait, c'est pour ce qu'il risque de faire. Vous voyez à peu près la problématique ici. Donc, le juge va vous demander d'en rendre compte. Mais il va vous demander d'en rendre compte, mais pourquoi vous ne l'avez pas isolé? Pourquoi vous ne l'avez pas attaché? Parce que le problème, c'est que comme vous avez le droit d'isoler et de contentionner, ne pas avoir recours à la contrainte engage votre responsabilité. Donc, en fait, c'est un droit qui va tenter de responsabiliser, de surresponsabiliser les soignants, en disant voilà, vous êtes spécialiste de la vulnérabilité, vous êtes spécialiste du passage à l'acte, vous êtes Madame Irma, donc vous pouvez prédire l'avenir. Mais pas prédire l'avenir n'importe comment, il ne s'agit pas de l'attacher en disant comme ça il ne peut pas se suicider, et encore, mais on voit le problème ici, donc voilà, tant qu'on n'est pas sûr, on l'attache, tant qu'on n'est pas sûr, on laisse à l'ISO, tant qu'on n'est pas sûr, etc., etc. Vous dire non, c'est à vous de démontrer que la mesure est adaptée, etc., etc. Donc le juge va commencer à regarder. Et en général, le juge y regarde après. Vous agissez dans l'urgence, et lui, le juge y regarde après, ici. Et donc, on voit effectivement la problématique, où se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, ici, imaginer une discrimination positive vis-à-vis des malades vulnérables? Et c'est un peu là où je veux en venir, en disant finalement, les malades vulnérables devraient-ils avoir plus de droits que les autres? Leur vulnérabilité suppose ici des droits supplémentaires. Alors, l'étape suivante ici, c'est, vous connaissez tous la réforme de 2011, avec notamment le drame de Pau, donc ce patient qui vient couper la tête d'une infirmière, etc., etc., le discours d'Anthony, du président de la République, etc., qui dit il faut changer la loi de 90 pour, ici, donner plus d'ampleur à la contrainte, autoriser plus de contraintes, et responsabiliser les psychiatres. On va leur donner plus de moyens, comme ça ils seront plus responsables. Et comme ça on pourra éventuellement les poursuivre au pénal s'ils font un mauvais usage, etc., etc. Donc on va judiciariser ici l'activité psychiatrique et on va fixer 4. Le législateur, article 34 de la Constitution, va ici fixer 4 ici objectifs. Le premier objectif, c'est lever des obstacles pour l'accès aux soins et garantir leur continuité. Donc pouvoir notamment hospitaliser quelqu'un lorsqu'il n'y a pas de tiers. Donc on va inventer un mécanisme merveilleux, le péril-imminent. Le péril-imminent, on se peut hospitaliser quelqu'un lorsqu'il y a péril imminent. Et on a vu d'un département à un autre, ici, des traitements très différents du péril imminent. Ou les arrêtés municipaux, 36 000 maires en France, 36 000 conceptions de l'urgence psychiatrique. Il y a des maires qui voient des malades partout, et il y a des maires qui n'en voient nulle part. Donc il y a des maires qui dégainent très rapidement l'arrêté préfectoral, alcoolisation massive. Et l'alcoolisation massive, ça n'est pas un motif d'hospitalisation sous contrainte. Certes, on est bien d'accord, boire de manière excessive, etc.,
ça peut constituer un délit, ça peut continuer, etc. Mais c'est pas forcément symptomatique d'une pathologie mentale. Le jeudi soir à Rennes, on n'a pas 50 000 malades mentaux, on a 50 000 étudiants. Mais on voit le problème ici avec effectivement des alcoolisations extrêmement massives. Est-ce que c'est un motif de split? Et donc on voit bien ici, vous savez, l'histoire de binge drinking, etc., les comportements à risque, etc. Est-ce que c'est symptomatique? Est-ce que c'est... Et on voit effectivement sur ce type de problématique comment est-ce qu'on réagit face à un comportement qui trouble l'ordre public. Mais tous les troubles à l'ordre public ne sont pas rattachables à une maladie mentale. Donc il ne s'agit pas d'utiliser la police sanitaire pour régler d'autres problèmes. Donc on voit effectivement ce type de problématique, donc lever les obstacles et donc élargir les cas d'urgence, le péril imminent. Deuxième mécanisme, et là on va créer un monstre juridique, le programme de soins. Le programme de soins, on devrait pouvoir utiliser la contrainte, et le Conseil constitutionnel va dire sans coercition, on doit pouvoir utiliser la contrainte en dehors de l'hôpital. On doit pouvoir soigner les gens sous contrainte en dehors de l'hôpital. On avait déjà l'injonction de soins et l'obligation de soins. L'injonction de soins et l'obligation de soins, c'est des soins pénalement ordonnés. Vous avez commis un délit, vous avez commis un crime, le juge vous condamne à vous soigner. Donc là, la condamnation aux soins est le résultat d'un délit. Et d'ailleurs, on dit souvent aux délinquants, si vous ne soignez pas, si vous ne vous soignez pas, c'est un délit et vous irez en prison. Donc quelqu'un qui ne va pas à une injonction de soins commet un délit et peut être interpellé, etc., etc. Parce que c'est un soin pénalement ordonné. Là, c'est pas ça. C'est je vous oblige à vous soigner, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous risquez de faire. Et on voit bien, notamment, c'est posé la question, le suicide, pathologie ou liberté. Et les juristes s'arrachent les cheveux, la preuve, les juristes ici s'arrachent les cheveux sur des questions de ce type-là. Comment doit-on réglementer, légiférer sur le suicide? Vous connaissez le droit du suicide. Sous l'Ancien Régime, le suicide était une tentative de meurtre contre soi-même, passible de la peine de mort. Donc si vous ratiez votre suicide, eh bien vous étiez exécuté. Pratique. Mais on voyait bien parce que, en gros, on n'avait pas le droit de se tuer, parce qu'on ôtait la vie. Donc on était dans une logique religieuse, etc. Et on faisait des procès aux morts. Les morts suicidés, ici, pouvaient sortir du cimetière, etc. Parce que, ici, donc souvent, les familles cachaient le suicide, en disant mort naturelle, parce que sinon, effectivement, on pouvait jeter l'opprobre sur la famille en disant voilà, on se suicide, donc on n'est pas un bon croyant. Donc on faisait des procès aux morts. Arrive la Révolution française, stop, on ne va pas criminaliser le suicide, mais vous avez même la même problématique sur la criminalisation de l'alcool, la criminalisation de la drogue, etc., etc. Donc on voit là-dessus, et donc arrive la Révolution française qui dit mais non, le suicide, ici, c'est pas un crime, mais ça peut être une pathologie. Enfin, en quel cas, ça peut être symptomatique d'un certain nombre de choses, etc. Donc est-ce qu'on peut vous obliger à vous soigner lorsque vous avez fait une tentative de suicide? Et c'est là où on a commencé à se poser la question, finalement, est-ce qu'il y a un droit au délire? Est-ce que j'ai le droit d'être malade et de ne pas me soigner? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont la grippe ou un rhume, etc. Est-ce que systématiquement vous vous soignez? Est-ce que systématiquement vous allez au bout du traitement que vous donne le médecin? Est-ce que vous allez, etc., etc. Sauf qu'en psychiatrie, on dit voilà, quand vous êtes malade mental, vous avez le droit de ne pas vous soigner jusqu'à un certain point. Et il y a un moment, on va dire voilà, vous êtes trop malade. Vous êtes trop malade, alors vous tombez dans la loi de 138, vous êtes abîmé, vous ne savez plus ce qui est bon pour vous, donc c'est le psychiatre qui va décider à votre place. Parce que lui, le psychiatre, sait ce qui est bon pour vous. Vous voyez le problème ici? Et donc, est-ce que je peux refuser un traitement? Il y a des patients qui disent mais moi, je ne veux pas tel traitement, ça fait baver, ça fait grossir, ça fait etc., j'en veux pas. Je ne me sens pas bien avec vos médicaments, j'en veux pas. D'ailleurs, c'est le médicament qui m'a rendu malade. Enfin, vous voyez à peu près tout ce type de problématique. Donc, je ne veux pas prendre de traitement. Et quand un patient ne veut pas prendre son traitement, est-ce qu'on a le droit de le faire prendre de force, sans que ça soit considéré comme de la torture? Enfin, vous voyez cette problématique. Et puis pareil, est-ce que je peux discuter de mon dosage? Est-ce que je peux, etc., etc. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc le législateur dit voilà, on va prévoir un autre dispositif à côté de l'hospitalisation complète, qui va être le programme de soins. Et puis on va créer un casier psychiatrique.
on va créer un casier psychiatrique, donc quand même, les malades mentaux, il faut qu'on les surveille. Il faut qu'on ait des mesures de coercition, et donc il faut que le préfet, garant de l'ordre public, puisse avoir la liste des malades mentaux. Vous savez qu'en ce moment, avec les fichettes, etc., il devrait avoir la liste de tous les gens qui sont suivis en psychiatrie. Ici, voilà, quand même, il y a quand même des fous parmi nous. Enfin, vous voyez, ici, donc il faut porter atteinte au secret médical et transférer à l'autorité de police, au maire, la liste des malades mentaux. Donc, la loi de 2011 va créer un casier psychiatrique, mais pas pour tous les malades, heureusement. Pas pour tous les malades, mais pour deux types de malades. Notamment, ici, ceux qui sont allés en UMD. Unité pour malades difficiles, ceux-là, quand même, c'est pas des malades ordinaires. Et là, certains patients disent, mais c'est quoi un malade difficile? En fait, ça dépend de l'endroit où vous êtes sur le territoire. Ça, c'est très scientifique, effectivement, comme disposition, etc. Ici, mes préfets, c'est quand même, s'ils vont en UMD, il est important que tous les préfets de France aient la liste des patients qui sont allés en UMD. Ils ne vont peut-être pas tous ceux qui sont restés longtemps en UMD, etc. Et puis l'autre critère, c'était les 122.1, les irresponsables pénaux. Les irresponsables pénaux, vous étiez trop malade pour être jugé, donc on ne vous a pas jugé, on vous a envoyé à l'hôpital psychiatrique pour vous soigner sous contrainte, etc., etc. Et donc, il faut créer ce casier permettant aux autorités de police d'avoir la liste des irresponsables pénaux. Je me suis dit, mais est-ce que tous les irresponsables pénaux sont dangereux? Vous imaginez, je prends toujours l'exemple d'un syndrome Gilles de la Tourette, qui conduit sa voiture, arrive un gendarme, et puis outrage à l'agent. Outrage à l'agent, est-ce que ça en fait un dangereux terroriste, etc., etc. Non, ça fait un syndrome Gilles de la Tourette qui conduit. Mais on voit ici, est-ce que ça suffit pour créer un casier psychiatrique que cet individu soit considéré comme un criminel potentiel? Donc c'est là où s'est posé la question, qui décide de la dangerosité psychiatrique? Et c'est cette dangerosité psychiatrique, voire criminelle, alors est-ce qu'il y a un lien entre la psychiatrie et la criminalité, vaste débat, ici, qui pourra justifier l'atteinte aux libertés fondamentales et une forme de coercition ici. Et quand même, on a voulu un petit peu équilibrer tout ça, on rajoute, il faut leur renforcer leurs droits. Pour limiter leurs droits, il faut leur renforcer leurs droits, et notamment à l'hôpital, leur permettre d'avoir des visites, de pratiquer leur religion, de ceci, de cela, etc. Ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On adopte une loi en urgence. On adopte une loi en urgence, tellement en urgence ici qu'au moment de la discussion, il y a eu deux ce qu'on appelle questions prioritaires de constitutionnalité. Vous avez deux patients, une patiente en SDT, une patiente en HDT et en HO de l'époque, qui disent je ne comprends pas, quand je suis à l'hôpital, je ne vois pas un juge. Or, je suis enfermé, des fois pour des mois et des années, et je ne vois pas un juge. Comment se fait-il qu'en France, patrie des droits de l'homme, un préfet puisse hospitaliser quelqu'un pendant des mois, un directeur puisse hospitaliser quelqu'un pendant des mois, l'un comme l'autre ne sont pas des juges. Or, normalement, seul un juge peut priver quelqu'un de liberté. Donc, c'est-à-dire, oui, vous avez raison, on va créer un juge pour contrôler l'usage de la contrainte, le JLD, qui viendra statuer 15 jours après l'hospitalisation. Et là, les familles disent, pourquoi 15 jours? Pour un délinquant qu'on met en prison, le juge il statue avant. Pour un étranger en situation régulière, le juge statue en 48 heures. Pour un malade mental qui n'a rien fait, il statue au bout de 15 jours. Alors, je dis, ah oui, vous avez raison, 12. Bon, 12, c'est mieux que 15. Mais 12 jours, c'est long quand même. Hein. Un séjour de 12 jours en psychiatrie, etc., etc. Donc, vous voyez, mais pourquoi le juge statue pas avant? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le juge statue à la fin des 72 heures, la période dite de garde à vue psychiatrique, voire comme l'étranger, que le juge statue dès le départ? C'est que ce soit le juge qui autorise les soignants à utiliser la contrainte. Donc là, ça ne serait pas un droit, un soin pénalement ordonné, ça serait un soin judiciairement autorisé. Donc en fait, ce serait le juge indépendant, saisi par le préfet, saisi par le directeur, qui autoriserait les soignants à utiliser la contrainte. Ce serait une garantie supplémentaire.
vous imaginez ici le nombre de procès que ça pourrait amener, etc., etc., et commencer à discuter devant le juge, c'est quoi une mesure adaptée, nécessaire, proportionnée, etc., etc. Et donc, on adopte cette loi en urgence pour prévoir la présence du juge. Et puis, on fait entrer cette loi le 1er août. D'accord, vous avez passé le mois d'août 2011, mais moi, je n'ai pas passé un bon mois. Ici, parce qu'une loi qui entre en vigueur le 1er août, une loi qu'on a mal préparée, et inutile de vous dire qu'elle est très mal préparée, et toujours mal appliquée, difficile à appliquer, et donc on a, par exemple, 3 circulaires qui vont déterminer ce qu'est la contrainte. Et notamment, donc, ici, quel type de contrainte peut-on utiliser? Jetez un coup d'œil à ces 3 circulaires, 21 juillet, 29 juillet et 11 août 2011, une circulaire du ministre de l'Intérieur, une circulaire du ministre de la Justice, une circulaire du ministère de la Santé. 3 définitions de la coercition. Et donc, au sein du gouvernement, ils n'étaient pas d'accord entre eux pour savoir ce qu'on pouvait faire. Parce que la coercition pour les forces de l'ordre, c'est pas la coercition pour un soignant, qui n'est pas la coercition, etc. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les termes. Si vous me laissez 3 heures, je vous explique ce qu'est un programme de soins, mais voyez à peu près la problématique ici, puisque le Conseil constitutionnel va dire le programme de soins, c'est de la contrainte sans coercition. Alors quand je donne ça à mes étudiants, je dis vous avez 3 heures, la contrainte sans coercition. Expliquez-moi ce qu'est la contrainte sans coercition. Enfin, vous voyez ici, comment est-ce que je peux faire du soin sous contrainte sans utiliser de moyens de contrainte. Donc en fait, c'est la contrainte librement consentie. Donc il faut relire le discours de la servitude volontaire de la Boétie pour savoir que, etc., etc. Et donc on voit bien tout le problème, c'est que le patient, par exemple, parfois, accepte de prendre le traitement, prend le traitement, est-ce qu'il consent? Vous savez, c'est le patient qui vous donne des médicaments, qui les prend, etc. Est-ce que, par exemple, exemple classique, est-ce qu'un patient autiste est en soins libres? Quand dans certains services, on dit « Oh, on a un service de patients autistes, c'est un service libre ». Je dis « Ah bon, parce que l'autiste est capable de consentir un consentement libre et éclairé. Ben, je vais aller discuter avec eux pour savoir ce qu'est un consentement libre et éclairé. Est-ce qu'un malade d'Alzheimer est capable d'un consentement libre et éclairé? Enfin, vous voyez à peu près, etc. etc. On voit bien, déjà, est-ce qu'un malade d'Alzheimer et un autiste relève de la psychiatrie? On pourra en discuter pendant des heures et des heures. Ici, bon, il paraît que vous en avez dans certains services. Mais on voit ici, sur ce type de problématique, c'est-à-dire, finalement, où s'arrête la psychiatrie, où commence, effectivement, sachant que vous n'êtes pas la seule discipline médicale à utiliser la contrainte et la coercition. Quand vous allez aux urgences, quand vous allez en neuro, quand vous allez, etc., etc., on attache aussi les patients. Quand vous allez dans certains EHPAD, donc on voit ici sur ce type de problématique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On décide d'améliorer en disant il n'y aura qu'un seul juge, le JLD, qui viendra statuer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la jurisprudence? Cette loi de 2011, elle était tellement mal rédigée, parce qu'on a du mal à avoir un droit de contrainte, elle était tellement mal rédigée que depuis, il y a eu ici un certain nombre, c'est la diapo suivante, on a eu un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui sont venues censurer ici les dispositions concernant l'usage de la contrainte. Je vous en cite quelques-unes ici, notamment le 6 octobre 2011, pour les arrêtés municipaux permettant au maire d'hospitaliser parce que le patient était notoirement fou. La notion de notoriété publique, c'est pour ça que je disais il y avait des maires qui avaient des fous partout, il suffisait de dire ici, il est de notoriété publique que cette personne est malade. Et notoriété publique, c'est-à-dire que tout le village dit qu'il est bizarre, donc on l'hospitalise. Ça dépend de l'endroit où vous habitez, puis la notion de bizarrerie, etc. Donc il y avait des maires qui hospitalisaient les prostituées parce qu'il fallait être fou pour se prostituer, qui hospitalisaient les transsexuels parce qu'il fallait être fou pour changer de sexe. J'ai même vu un maire hospitaliser l'amant de sa femme parce qu'il fallait être fou pour coucher avec une femme mariée qui plus est la femme du maire. Alors ça s'appelle un détournement de procédure. Et je vous promets que l'affaire existe. Alors, je vous rassure, l'amant est resté moins de 24 heures à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que quand il a été vu par le psychiatre, évidemment, ça c'est pas une maladie mentale. Donc on voit sur ce type de problématique, donc la notion de notoriété, c'est le flux du village, celui qui est connu comme étant, etc., etc. On a dit ça, c'est pas constitutionnel. Donc on interdit au maire d'hospitaliser sur la base de la simple notoriété. Il peut le faire sur la base d'un avis médical, ce qui est moins protecteur qu'un certificat, parce qu'un certificat, le patient a été vu par un médecin, alors qu'un avis, c'est pas forcément. Ça, on peut rendre un avis par téléphone, on peut rendre, etc., etc. Ensuite, on a eu la question des irresponsables pénaux, où le Conseil constitutionnel a dit, mais tous
tous les irresponsables pénaux ne sont pas dangereux. Il faudrait les classer. Donc là, on a fait une conférence de consensus, on a mis plein de psychiatres autour d'une table, en disant, ici, c'est quoi un malade, ici, difficile, c'est quoi une pathologie qui a un risque, etc. Et les psychiatres n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, le ministère de la Justice, il n'y a pas de problème. Nous, on peut. En tant que juriste, on sait ce qu'est un individu dangereux. Un individu dangereux, c'est quelqu'un qui a commis des faits passibles de 5 ans de prison. Donc c'est simple. C'est simple, sauf que c'est pas scientifique, sauf que c'est pas, etc., etc. Et donc, vous avez des gens qui se retrouvent catalogués irresponsables pénal dangereux. Je prends l'exemple classique. Vous allez dans un EHPAD. Vous avez un monsieur qui sort de sa chambre sans pantalon. Ça arrive. Il sort de sa chambre sans pantalon, puis il y a des enfants qui rendent visite à leurs grands-parents. Ils disent « Ah, t'as vu, maman, le monsieur, il est tout nu. » Exhibition sexuelle sur mineur. Passible de plus de 5 ans de prison. Ça en fait un individu dangereux. Je dis non, ça fait juste une personne âgée sans pantalon. Alors que ici, il y a peut-être plus une faute de l'EHPAD qu'une faute du malade. Or, bien évidemment, ce malade-là ne sera pas condamné pénalement. Parce que vous imaginez si on condamnait pénalement, etc., etc. Sauf qu'il sera catalogué 122.1. Donc il sera considéré comme un délinquant sexuel. Bon, alors est-ce qu'on en voit l'hôpital psychiatrique? Vous voyez le problème derrière ici. Donc on voit toute la difficulté ici de faire la différence entre le risque criminel, le risque judiciaire et le risque, etc., qui va justifier une forme de contrainte. Donc on a pas mal de jurisprudence. Si on passe à la diapo suivante, ici, comme la loi était inconstitutionnelle, on l'a changé. Donc on l'a changé. Le 23 septembre 2013, on a modifié l'usage ici de la contrainte pour essayer d'améliorer le dispositif. Améliorer le dispositif ici pour corriger ce qui était inconstitutionnel et pour améliorer ici le dispositif existant. Et cette loi a été modifiée ensuite, en 2016, vous le savez, par la loi Touraine. Ici, c'est une diapo que je n'ai pas mise ici, mais je vous la mentionne. C'est l'article que vous connaissez peut-être, l'article L 3222-5-1, alinéa 1er, qui va légiférer sur l'usage de l'isolement et la contention. Et donc là, le législateur a dit, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a un usage de la contrainte, ici. Or, moi, je voudrais fixer un cadre à la contrainte. Et on disait avec Michel David, ici, et à quand une loi sur le triple pontage, à quand une loi sur la protège de hanche, etc. Or là, on a une loi sur la manière de soigner. Le législateur vous dit comment soigner. Pourquoi pas? Enfin, après, il faut faire confiance au Parlement. On voit le problème ici en disant, voilà, on fixe un cadre. Et on vous dit, je cite, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour une personne ou pour autrui sur décision d'un psychiatre, etc., etc. Et on voit le principe ici, c'est-à-dire que finalement, cette loi est intéressante pour deux choses. Déjà, elle vous autorise à utiliser la contrainte. Avant cette loi, à chaque fois que vous mettiez à l'isolement ou que vous utilisiez la contention, vous releviez du droit pénal. Est-ce que c'était de la torture ou pas? Donc il fallait justifier que ce n'était pas de la torture. Là, la loi vous autorise à utiliser l'isolement et la contention. Alors on vous dit par exemple, l'isolement et la contention sont pour une durée déterminée. On ne vous dit pas la durée, c'est des recommandations de pratique qui vous disent 12 heures, 24 heures, etc., etc. Mais en gros, on ne peut pas attacher quelqu'un sans limitation de durée, on ne peut pas isoler quelqu'un jusqu'à ce qu'il aille mieux, parce que vous imaginez qu'une décision de ce type-là, des gens pourraient rester à l'isolement pendant très très longtemps. Mais on vous dit surtout, à chaque fois, ça doit être une décision individuelle prise par le psychiatre. Ça n'est jamais l'infirmier qui décide de recourir à la contrainte. L'infirmier va prendre une initiative qui sera validée par le psychiatre. Donc on désigne un responsable capable de choisir la contrainte et de justifier la contrainte et d'en rendre compte. D'où le registre, on va prévenir le directeur à chaque fois qu'on a recours à ce type de contrainte. Et la question qui s'est posée, c'est quoi un lieu d'isolement? Parce que la loi ne dit pas. Est-ce que c'est la CSI, la chambre de soins intensifs? Est-ce que ça peut être la chambre? Est-ce qu'on peut enfermer le patient dans sa chambre? C'est quoi un service ouvert, un service fermé, un service ouvrable, etc., etc. Alors, ici, on voit d'où la diapo suivante. Ici, est-ce qu'on va avoir une nouvelle loi? Et vous voyez l'accélération. 1838, 1990, 2011, 2013, 2016.
Et je vous annonce une en 2018. Et on voit effectivement le problème ici, il y a de plus en plus de lois, et on se bat, les rares juristes qui s'intéressent à ce type de problématique, on se bat pour avoir une loi sur la psychiatrie, qu'on n'a toujours pas. C'est-à-dire on a une loi sur la contrainte, mais on n'a toujours pas une loi qui reconnaîtrait ici aux patients plus de droits qu'aux autres, et finalement on aurait effectivement un droit d'exception, mais qui sera un droit protecteur. Donc certes, il y aurait de la contrainte, mais il y aurait aussi une forme de protection. Protéger la personne vulnérable. Certains malades sont des personnes vulnérables. Et vous connaissez la loi sur le handicap, ici, qui a reconnu notamment le handicap psychique. Sauf que quand on va travailler à l'extérieur de l'hôpital, pour ne pas stigmatiser le malade mental, comment faire reconnaître le handicap psychique dans la cité? Quelle est la place du malade mental dans la cité? C'est-à-dire la place du malade mental à l'hôpital, ça va, ça on arrive à... Mais la place du malade mental en dehors de l'hôpital, ici, sachant qu'on dit il ne faut pas une discrimination négative, mais c'est reconnaître des droits aux personnes différentes. Et on voit le handicap psychique, le handicap mental, le handicap, etc. etc. D'où, effectivement, est-ce qu'il faut une loi ici sur la psychiatrie? Alors, diapositive suivante, on voit ici la problématique. En fait, le législateur il intervient en disant à l'hôpital, il faut prévoir un cadre pour la contrainte. Mais toujours se rappeler qu'il faut tendre vers un objectif, vers un principe qui est le soin libre. C'est-à-dire que ici, la contrainte doit être exceptionnelle. Et la contrainte doit être limitée dans le temps et strictement être motivée à chaque fois. Et on ne peut utiliser la contrainte que pour des patients légalement en soins sous contrainte. Normalement, je ne peux pas mettre à l'isolement, je ne peux pas contentionner un patient en SL. Sauf urgence. Parce que l'urgence corrompt tout, sauf que quand le patient décompense et qu'on ne sait plus, parce qu'il ne prend pas son traitement, parce que, etc., on doit transformer la mesure en SDT ou en SDRE. Il faut lui donner un cadre légal. Et ce cadre légal SDT, SDRE doit être limité au maximum, d'où effectivement la loi 2011 dit un patient en SDT, il est sous contrainte pour un mois. Puis un mois, 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 d'où le mensuel, où le psychiatre, tous les mois, rédige un certificat et donc voit le patient, c'est plus un avis mensuel, voit le patient et se pose la question, est-ce que la mesure de contrainte est toujours justifiée? Est-ce que je ne pourrais pas être moins contraignant? L'objectif, c'est, dès que possible, basculer vers le soin libre. Même si le soin libre échoue, ben, c'est pas grave, on revient à la contrainte, mais il faut tendre vers un contrat de soins, vers une adhésion, vers etc., etc., en disant finalement, est-ce qu'on peut soigner le patient contre sa volonté? Vous savez qu'en psychiatrie, la grande difficulté, c'est 1, le déni de la pathologie, et 2, le refus du traitement. Donc il faut une espèce de double consentement, accepter qu'on est malade, et accepter le traitement qui va avec la pathologie. Et donc, on voit bien cette difficulté. Ici, si je vous annonce que vous avez un cancer, en général, on dit pas non, c'est pas vrai, j'ai pas un cancer. Enfin, ici, alors si, il y a des personnes qui vont être dans une forme de déni. En psychiatrie, on a très souvent ça. Et on a énormément de malades qui ignorent leur pathologie, et on a des malades qui nient le fait qu'ils sont malades. Et donc la question, c'est finalement, est-ce que j'ai le droit d'être malade psychiatrique et de ne pas me soigner? Est-ce que j'ai, c'est pour ça que j'ai un droit au délire, j'ai un de mes doctorants qui travaille là-dessus sur le droit à la maladie mentale, ici, finalement, est-ce que je peux vivre de manière différente? On voit toute cette problématique, et c'est là où l'ordre public dit oui, dès l'instant où vous ne trouvez pas les autres. Enfin, on voit bien, ici vous avez la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de la part du malade, etc. Donc on voit bien des procédures différentes, SDT, SDRE. En SDT, on agit dans l'intérêt du patient, en SDRE, on agit dans l'intérêt de l'ordre public. Ici, 3 finalités différentes, en SL, etc., etc. Et je dis sans compter les situations complexes, parce que quand en plus vous êtes écroué, quand en plus vous êtes mineur, quand en plus vous êtes non francophone, quand vous êtes écroué, mineur et non francophone, et qui plus est en garde à vue, enfin vous pouvez rajouter des difficultés, si en plus vous êtes
malade mental et paraplégique. Donc après, vous pouvez, malheureusement, c'est le genre de situation que je peux rencontrer, où on a effectivement des situations qui sont complexes, parce que d'une manière générale, le droit, on le pense, pour un individu idéal. Vous voyez à peu près, il est majeur, parce que quand il est mineur, il ne peut pas consentir, donc il est majeur, il sait lire et écrire, il parle français, il n'est pas condamné, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, etc., etc. Et plus on s'éloigne de ce modèle du patient idéal. En psychiatrie, c'est quoi le patient idéal? Vous voyez le problème ici, et c'est toute la difficulté. Pendant très longtemps, on demandait aux patients de s'adapter à l'hôpital. Maintenant, c'est l'inverse. On demande à l'hôpital de s'adapter à l'ensemble des patients. Et c'est là où c'est une véritable révolution culturelle, puisqu'encore une fois, ici, il faut trouver ici cet équilibre. Donc si on passe effectivement à la diapo suivante, j'ai encore combien de temps? Ça va, je suis en aidé. Ici, si on passe à... vous connaissez l'article 32.11.1 qui vous dit « Une personne ne peut, sans son consentement, ou le cas échéant, celui de son représentant légal, s'il est mineur ou majeur protégé, faire l'objet de soins psychiatriques. » Donc le principe est simple. Si le patient ne veut pas prendre son médicament, il ne prend pas son médicament. Sauf si la loi vous autorise à utiliser la contrainte. SDT, SDRE, etc., etc. Mais si vous n'êtes pas dans le cadre légal, vous tombez dans le droit commun, donc dans le droit pénal. Vous voyez, ici, c'est toute la difficulté quand on m'explique que certains patients sont légalement en soins libres. Je dis, vous êtes sûr qu'ils sont capables de consentir? Vous êtes sûr qu'ils peuvent donner un consentement libre et éclairé? Et quand j'interviens dans les EHPAD, bah oui, mais dans ce cas-là, il faudrait protéger les personnes vulnérables. Et on voit bien ici, sur ce type de problématique, c'est-à-dire que, encore une fois, la contrainte doit être autorisée par la loi. D'où, effectivement, ici, la diapositive suivante, où toute la difficulté quand vous accueillez un patient, ça va être, encore une fois, de dire qu'il n'est pas que malade. Il a des droits en tant que malade, ici, mais il a des droits en tant que citoyen, en tant que personne humaine, en tant qu'usager du service, c'est-à-dire ça reste un être sexué, ça reste un être digne, ça reste un être, etc., etc., et on doit le respecter dans toute son individualité. Et on voit bien toute cette difficulté ici de, finalement, de ne pas devenir maltraitant à force d'appliquer des protocoles, d'appliquer des règles de contrainte qui ne correspondent pas aux patients, qui correspondent peut-être à la culture de l'établissement, mais qui ne correspondent pas aux patients. D'où, effectivement, ici, si on prend la diapo suivante, le législateur, ici, utilise bien cet acronyme de NAP, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux. Et on se bat chez les juristes, est-ce qu'il faut distinguer le trouble mental de la pathologie mentale ici, parce que c'est pareil, hein, des troubles mentaux, vous en avez tous. Pathologie mentale, peut-être pas. Et on voit bien toute cette problématique à partir de quand, finalement, vos traits de personnalité, vos troubles, etc., deviennent pathologiques. Quand ça devient pathologique, et si ça devient très pathologique, on peut vous obliger à vous soigner. Donc une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, ou lorsqu'elle est transportée, et là on va se poser la question de la contention, etc., du droit dans l'ambulance. C'est pour ça que les infirmiers disent, est-ce qu'il y a un droit à la clé de bras, etc. C'est-à-dire comment est-ce que je fais pour récupérer un patient, pour l'inviter à monter dans l'ambulance. Et on voit bien sur ce type de problématique, les restrictions à l'exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. Alors le législateur, il ne met pas en alphabétique. Adapté, nécessaire, proportionné. Moi, je préfère NAP, parce que, en plus, je pense que c'est d'abord nécessaire, puis adapté, puis proportionné. Donc, à chaque fois, se pose la question ici, quand j'utilise la contrainte, je dois être capable de justifier individuellement l'usage de la contrainte. Et à chaque fois, respecter la dignité de la personne. Respecter la dignité de la personne, quand je mets en chambre d'ISO, il ne doit pas être vu par les autres patients, il ne doit pas pouvoir être filmé par les autres patients, il ne doit pas, etc., etc. Quand il est sédaté dans sa chambre, ce serait peut-être bien que les autres patients ne viennent pas lui rendre visite pour lui rendre visite, etc., etc. Et là se pose la question après des agressions de patients sédatés, etc., etc. D'où effectivement la diapositive suivante va se poser la question, comment est-ce qu'on gère la contrainte dans le règlement intérieur? C'est-à-dire comment vous allez organiser finalement le fonctionnement du service pour organiser la chambre d'ISO, pour organiser, exemple simple de contrainte. Ici, quand vous mettez un adolescent
dans un service de majeur. C'est légal ou pas? Quand il a fait, oh oui, 15 ans et 2 mois, 16 ans. Est-ce que vous avez vu quand on était majeur à 15 ans et 2 mois, ou à 16 ans? Pourquoi vous mettez des majeurs dans les services, enfin des mineurs dans les services de majeurs? Ah, parce qu'on n'a pas de service. D'accord, vous n'avez pas de service, c'est pas, etc. Sauf que le mineur de 17 ans, ou la mineure de 17 ans, vous le mettez dans un service de majeur, il est doublement vulnérable. Il est mineur et malade. Et on voit bien effectivement, encore une fois, d'où parfois on met les mineurs à l'isolement la nuit pour pas, etc. etc. Est-ce que cette mesure est justifiée? Est-ce que, etc. etc. Donc on voit bien sur ce type de problématique, ça va être, il va falloir penser l'établissement, et après, dans le règlement intérieur, vous avez des problématiques ô combien intéressantes. Je termine sur un exemple que vous connaissez, l'affaire de Cadillac. L'affaire de Cadillac, la question de la sexualité à l'hôpital. La question de la sexualité à l'hôpital, est-ce que quand je suis hospitalisé, est-ce que j'ai le droit d'avoir une sexualité? Le fameux tabou, alors la sexualité dans les EHPAD, enfin, etc. C'est-à-dire finalement, est-ce que j'ai le droit d'avoir une sexualité lorsque je suis à l'hôpital? Et comment vous organisez la sexualité à l'hôpital? Et on voit bien sur ce type de problématique, vous ne pouvez pas faire comme l'administration pénitentiaire en disant pas de distribution de préservatifs, c'était le cas avant l'arrivée des soignants, pas de distribution de préservatifs parce que la sexualité est interdite. Et les soignants disent il n'y a peut-être pas de sexualité, mais il y a des MST, donc ce serait peut-être bien de. etc. Ici, donc finalement, est-ce qu'il y a un droit à la sexualité? Et comment finalement on respecte la dignité de la personne quand vous avez des patients chroniques qui restent des semaines, des mois, des années? Est-ce qu'ils ont droit à des sorties de courte durée, si possible non accompagnées d'infirmiers? Ici, est-ce qu'ils ont droit à des sorties de moins de 48 heures, etc. Ou est-ce qu'on crée dans les hôpitaux des unités de vie familiale pour permettre une forme d'intimité, une personne, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez, vous voyez, la coercition, ça peut être aussi priver la personne d'un certain nombre de ses droits. Alors les droits, ça peut être l'exemple classique, hein, si vous voulez qu'on passe 2 heures, c'est ça. Le téléphone portable, est-ce qu'il a le droit d'avoir son téléphone portable, et qui plus est avec son cordon d'alimentation? Parce qu'avec un cordon d'alimentation, ça ne sert pas qu'à recharger, on peut se prendre avec, on peut, etc., etc. Donc est-ce qu'on retire le téléphone portable, est-ce qu'on retire, etc., etc. Et donc comment vous organisez la vie de l'établissement, sachant que, je le dis toujours, un patient contraint a plus de droits qu'un patient libre. Un patient libre, s'il n'est pas content, il quitte le service. Un patient contraint, s'il n'est pas content, il reste. Et c'est là où, effectivement, vous devez vous adapter, et toutes les atteintes aux libertés fondamentales, qu'elles soient liées à la médecine, qu'elles soient liées au fonctionnement de l'hôpital, elles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Elles ne doivent pas dépasser ce qui est, ici, indispensable. Je vous remercie.